passion. Moi, j'ai commencé à investir depuis une quinzaine d'années et j'ai repris ce projet et j'ai embauché premier salarié temps plein il y a un peu plus de 2 ans. Voilà, les 2 premiers d'ailleurs, il y a un peu plus de 2 ans, et aujourd'hui on est 18. La dispersion, ça a toujours été un de mes plus gros défauts dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que comme moi je suis un créateur, j'adore faire, défaire et refaire. Et du coup, j'arrivais pas à maintenir un business en me disant ok, je crée, c'est super, c'est génial, ça se développe bien, tu vois, t'amorces, vraiment la croissance d'amorçage. Quand ça devait passer à la partie plutôt étape 2, développement, ça m'épuisait. Les investisseurs, néo-investisseurs ou peu aguerris, c'est dans quelle ville investir, quelle ville est rentable. Et en soi, tu prends n'importe quelle grosse agglomération, tu fais un rayon d'1 heure et tu réponds à toutes tes stratégies avec ça. Par contre, si tu enlèves le taux à 3,5 et que tu le mets à 1, ah oui, mais c'est ça que je voulais. Ben ouais, mais ça, c'est parce que ton copain qui t'en a parlé, lui, il a investi il y a 4 ans en fait. Et qu'il y a 4 ans, effectivement, avec ces taux-là, c'était possible. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Est-ce que ça veut dire que c'est nul d'investir dans l'immobilier ? Non. Ça veut dire qu'il faut toujours investir dans l'immobilier. Mais oui, c'est moins bien peut-être et moins facile aussi pour emprunter et pour générer de l'autofinancement ou un peu de cash chaque mois qu'il y a 4 ans. Il y a une chose qui est sûre, c'est que tu vois que les nouvelles générations, elles ont de moins en moins envie d'être propriétaires de quoi que ce soit. Elles aiment consommer, louer, profiter et pas du tout détenir, tu vois. Donc je me dis que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir de moins en moins de propriétaires, donc de plus en plus de locataires, donc un besoin grandissant de logements en location, et donc la tension locative n'est pas prête de s'arrêter. Julien, salut, merci de nous recevoir chez toi, c'est un super studio que tu as là. Donc je t'ai découvert sur les réseaux quand j'ai commencé un peu à chercher les investisseurs en immobilier, etc. Donc je t'ai découvert via d'autres podcasts et j'ai commencé à m'intéresser à ton contenu. Ce qui était intéressant, c'est qu'étant de Toulouse, du coup, toi aussi, tu étais sur Toulouse et ça me permettait de comprendre un petit peu comment fonctionne l'immobilier avec un acteur de l'immobilier proche de chez moi. Et donc, étant donné que j'ai vraiment aimé, en fait, cette espèce de sphère que tu as avec tous tes business autour de l'IMO, c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter. Donc déjà, merci à toi de venir ici. Est-ce que tu peux rapidement te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment tu es venu dans l'immobilier, etc. Ouais, salut Angie, merci de me recevoir du coup sur ton podcast. J'ai 40 ans depuis cette année, j'ai 3 enfants dont 2 belles filles et un fils, 25, 22, 15, donc déjà, tu vois... prise de maturité assez tôt dans ma vie. Et donc ça fait à peu près une 20aine d'années que je travaille, entre guillemets, la moitié à peu près salarié, la moitié de ma vie, la moitié full entrepreneur. Pourquoi je dis la moitié full entrepreneur ? Parce que quand j'étais salarié, la plupart du temps, j'avais toujours un business entrepreneurial à côté. Donc j'ai toujours eu cette fibre en moi. Et d'ailleurs, même dans mon adolescence, etc., j'achetais des trucs, je les revendais. Enfin, j'avais toujours une volonté vraiment de faire du business. Et je ne savais pas, mais c'est comme ça que ça s'appelait en fait. J'ai une passion pour l'immobilier depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé à investir. Alors, c'est pas vrai, pas la passion, mais j'ai commencé à investir depuis une quinzaine d'années. Donc, 2008, résidence principale. J'avais 23 ans. 2010, j'avais 25 ans, premier investissement locatif. 2011, deuxième investissement locatif. 2013, première SCI, locaux commerciaux, locaux d'activité, etc. Donc là, plutôt sur du local pro. Et puis après, j'ai recommencé, j'ai vécu un gros échec entrepreneurial à peu près en 2015-2016. Et à la sortie de cet échec, je me suis rendu compte que j'aurais dû continuer d'en faire au minimum un par an, parce que finalement ce qui me restait, j'étais complètement à poil après la liquidation, ce qui me restait c'était ma maison et mes appartements. Voilà, ce qui nous restait avec ma femme, c'était ça. Et au final je me suis dit t'es con, et là je me suis dit waouh, attends, c'est quoi ça les taux d'intérêt? Je m'y intéressais plus, ils sont pas très élevés. Moi j'avais investi, quand j'ai acheté ma résidence principale, c'était 5% en 2008 quand j'ai acheté. Et du coup, là, je me suis dit, attends, faut que tu rattrapes le temps perdu. Donc là, sur les 12 mois qui suivent, j'achète 11 biens. Donc vraiment, j'enchaîne très très fort, tu vois, avec des mécaniques un petit peu agiles pour aller se faire financer, etc. Mais en tout cas, voilà. Et j'avais repris un boulot de salarié après cet échec aussi pour ça. J'avais accepté un boulot qui était assez loin de chez moi, tout ça, mais je croyais en la boîte et en l'ambiance, et je croyais aussi que le CDI allait me servir à réemprunter. Donc je l'ai fait, j'ai pas fait pour ça, mais c'était un des facteurs déterminants pour accepter ce poste. Et aujourd'hui, tu es en full-time entrepreneur ou tu continues? Non, full-time. Moi, depuis 3 ans, full-time, parce que j'étais à la direction de cette boîte-là pendant 4 ans et demi. Ouais, okay. Et après, j'ai été chassé par Safety à la direction digitale, comité de direction.
Et ça l'a pas du tout fait, pour le coup, malgré leur slogan Safety ça le fait, moi ça l'a pas du tout fait. Du coup, je suis parti au bout d'un mois et demi d'un commun accord avec le fondateur. On s'entendait pas, on n'était pas alignés sur certains sujets, ça nous empêche pas d'échanger encore aujourd'hui. Et donc je me suis consacré à 100% à ce que je savais faire de mieux, l'investissement locatif et le marchand de biens. Et j'avais surtout commencé déjà depuis 2019 à accompagner des gens à investir sur Toulouse et la région toulousaine avec un site qui s'appelle toujours investir-à-toulouse.com. Et puis j'organisais des séminaires, des apéros IMO, j'essayais de faire un peu vivre la communauté IMO à Toulouse et puis je faisais pas mal de rencontres et dans ces rencontres-là j'ai eu des opportunités de développer ce que je faisais à Toulouse dans d'autres villes. Et je pouvais plus l'appeler Investir à Toulouse quand tu accompagnes des gens à Lyon. Donc on l'a appelé Artae, qui à la base était une agence immobilière créée pour ma belle-fille qui était en BTS IMO. Donc j'ai créé l'agence pour elle, pour qu'elle fasse une alternance dedans et qu'elle puisse la récupérer. Et d'un projet familial, c'est devenu un vrai projet entrepreneurial que j'ai repris, parce que ma belle-fille a arrêté l'immobilier en plus. Ça tombait bien. Et j'ai repris ce projet et j'ai embauché premier salarié temps plein il y a un peu plus de 2 ans. Voilà, les 2 premiers d'ailleurs il y a un peu plus de 2 ans et aujourd'hui on est 18. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui tu te focuses plus sur quoi en fait? Parce que là j'entends beaucoup, donc j'ai entendu marchand de biens, investissement, agence immobilière, un peu de tout. T'es focus un peu plus sur ton agence, tu te concentres un petit peu plus sur les biens, sur est-ce que tu as d'autres business que tu développes là où tu mets un peu plus ce focus là, ça se passe comment? La dispersion ça a toujours été un de mes plus gros défauts dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que comme moi je suis un créateur, j'adore défaire et refaire. Et du coup, j'arrivais pas à maintenir un business en me disant « Ok, je crée, c'est super, c'est génial, ça se développe bien. » Tu vois, t'amorces, vraiment la croissance d'amorçage. Et du coup, quand ça devait passer à la partie plutôt étape 2, développement, ça m'épuisait, tu vois. Donc, et là, je me suis dit « Artae, ça va être... » Je disais à ma femme, ça va être mon dernier projet entrepreneurial. Donc, focus Artae pour répondre à ta question. Malgré tout, comme j'ai besoin d'alimenter mon cerveau avec plein de choses, du coup, j'ai focus Artae, diversification un peu des activités au sein d'Artae, mais ce qui est cohérent pour le groupe Artae. Donc, on en parlera si tu veux après, plusieurs filiales différentes. Et à côté de ça, je faisais déjà du marchand de biens depuis aussi 2019, premier projet. Donc, j'ai des opportunités qui arrivent à moi, que je ne peux pas adresser à tout le temps à des clients, parce qu'il y a des clients qui ne peuvent pas le faire, parce qu'ils n'ont pas la surface, pas le temps, etc. Donc du coup je prends des projets de marchand de biens à côté, mais c'est vraiment anecdotique, c'est-à-dire je fais 2-3 projets par an, mais c'est pas alors c'est anecdotique pour moi par rapport au global des activités. Après pour certains c'est déjà pas mal, mais voilà. Et l'investissement locatif ça tourne, enfin tu vois, aujourd'hui j'ai une 30aine de biens, ça tourne, il n'y a pas de... Ok, ouais, voilà. Une 30aine de biens. Et donc tu disais 2 à 3 marchands de biens par an. Pourquoi tu as décidé de peut-être un peu réduire, justement pour voir focus sur Artae? Parce que tu as peut-être un plus gros potentiel avec un projet, on va dire, un peu plus entrepreneurial que sur de l'investissement, ou peut-être à l'avenir tu vas te relancer un peu plus sur l'investissement / marchand de biens ou autre? À l'avenir, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, et ça n'a jamais été l'argent qui était mon moteur. Et du coup, moi, j'aime fédérer des équipes. J'ai été, tu vois, manager dans des boîtes d'équipes de plusieurs dizaines de personnes, et j'aime fédérer des équipes. J'aime que les gens partagent une vision que je peux apporter, que eux seraient pas capables forcément d'apporter parce que c'est pas dans leur ADN, mais qu'ils adhèrent au truc. Alors c'est mieux quand ils adhèrent que quand ils adhèrent pas. Ouais. Mais tu vois, j'aime bien embarquer des gens. J'aime bien dire, regardez ce qu'on a fait, tu vois. Et j'aime bien ces challenges ensemble en fait, et ça dans le marchand de biens tu l'as pas, parce qu'en fait en vrai le marchand de biens pour constituer une équipe il faut être vraiment très très solide au niveau des fonds propres. Donc moi je faisais que de la sous-traitance sur la partie marchand de biens, et finalement avec un associé ou un autre etc dans plusieurs entités, mais on est entre nous et on fédère pas d'équipe autour d'un projet, donc en fait c'est difficilement scalable je trouve le marchand de biens. Y en a qui arrivent à le faire, mais encore une fois ils sont très très peu. Et moi, franchement, c'est pas ce qui me fait kiffer, en plus en termes de responsabilité et tout, tu vois, je trouve que faut bien dormir quand même la nuit, et en marchant, c'est difficile, tu vois, quand tu fais des gros immeubles, que tu fracasses les planchers, que tu refais des toitures, des trucs, c'est pas forcément évident. Donc, on va focus un petit peu après sur
Artae, tout ça, parce que ça m'intéresse énormément de comprendre vraiment tout cet écosystème que tu as pu mettre en place. Juste une petite question, donc là tu investis principalement sur Toulouse, Toulouse Centre, Toulouse Périphérie, comment ça se passe? J'ai commencé Toulouse Centre, Esquirol, Capissol. Ouais. C'était il y a 15 ans, plus de 15 ans. J'ai commencé là et après j'ai continué là très fortement quand j'ai repris. Les locaux commerciaux, je les avais achetés en dehors de Toulouse parce on avait besoin de place pour nos locaux e-commerce, donc pour des activités e-commerce. Donc on avait besoin de bureaux et de local de stockage et logistique. Donc ça, forcément, dans Toulouse, tu ne trouves pas. Et après, quand je me suis remis sur l'habitation, j'ai refocus Toulouse Hypercentre, mais après j'ai dû aller pour des raisons financières aussi, parce que ça me demandait quand même beaucoup d'efforts d'épargne à chaque fois et que t'es limité par tes moyens. J'ai dû aller sur des villes où j'allais inverser un peu la tendance, j'allais prendre un petit peu plus de risques à court terme, enfin à long terme, en ayant un peu plus de rendement à court terme. Voilà. Donc je suis allé sur des villes comme Montauban par exemple, que je connais très bien, c'est là où je fais la plupart de mes projets de marchand de biens, Montauban ou autour. J'ai jamais fait de projet de marchand à Toulouse, si ce n'est du flip d'appartements rapide, quoi. Mais des gros projets, de gros immeubles, jamais fait à Toulouse. Pas les moyens du tout de faire ça. En tout cas, au niveau des fonds propres pour aller lever de la dette, c'est quand même plus compliqué. Puis je pense que ça me ferait peur, en fait, faire un projet à 2-3 millions, ça me fait peur. Tu vois, là, les plus gros projets que j'ai fait, c'est 1,2 million de revente. Okay. Donc voilà, tu mets 200K d'apport, tu lèves le reste, tu lèves 600, 700 000, et après le reste c'est ta marge, quoi, hein, la différence. Mais je suis à l'aise avec ce genre de projet. Plus Toulouse, la taille du projet sera certainement la même, mais du coup les coûts et les risques et les impacts sont pas les mêmes, et en plus il y a telle concurrence sur Toulouse en marchand de biens, avec des gens qui ont de gros fonds propres, c'est compliqué. Et donc sur le locatif, j'ai un peu de tout aujourd'hui en fait, mais j'ai commencé par du très patrimonial, et je suis plutôt de cette école-là, et c'est ce que je prenais dans mon livre. C'est vraiment, même quand les taux étaient bas, je prenais déjà ça. C'est vraiment l'immobilier, c'est du long terme, donc acheter un emplacement avant tout, et c'est pas pour rien qu'on le répète tout le temps, hein, c'est que c'est vrai. Et votre rentabilité, vous la trouverez à l'issue d'investissement et à terme, et c'est là que vous pourrez calculer une vraie rentabilité. Et c'est pour ça que je fais des capsules régulières sur un podcast technique aussi, pour accompagner les gens là-dessus, faire la différence. Et c'était aussi un chapitre de mon livre, ne pas confondre le rendement, vision court terme, et la rentabilité, vision à échéance d'un investissement. Voilà. Et souvent les gens comme ils sont impatients, ils sont focalisés sur, tu vois, le gain court terme. C'est marrant, tu accompagnes aujourd'hui des gens, c'est quoi que tu vois principalement comme facteur chez ces gens quand ils veulent investir ou autre, qui viennent te voir, ils ont vraiment, tu leur expliques cette espèce ce rendement court terme, long terme, ou parce que j'imagine qu'ils viennent tous avec une envie d'un rendement assez court terme au final? Pas tous. Non, pas tous. Déjà, on a une image assez quali dans le business. Donc, en fait, les gens qui viennent, en général, c'est des gens qui sont assez câblés et qui ont notion que l'immobilier, ça coûte, en fait, et que tu peux pas investir avec rien du tout, comme ça, que ça reste assez complexe. Malgré tout, effectivement, on a pas mal de touristes aussi qui nous contactent. Pas des touristes, je dirais touristes / rêveurs / manque peut-être de connaissances. Mais certains, on arrive à éduquer un petit peu et à montrer qu'en fait, mathématiquement, sur un tableau Excel, ça ne fonctionne pas. Parce que la plupart des gens, ceux qui veulent pas mettre d'apport, veulent surtout pas faire d'efforts d'épargne en face, souvent en fait, mensuellement. Ouais. Et s'ils veulent pas faire d'efforts d'épargne, tu leur dis, du coup, il faut compenser avec de l'apport, parce qu'avec les taux actuels, le marché actuel, les prix, etc., ça ne marchera pas. Mais il faut mettre de l'apport si vous voulez équilibrer votre trésor. Ils veulent pas. Donc en fait, souvent, celui qui ne veut pas mettre d'apport au départ, il ne veut pas faire d'effort non plus chaque mois. Donc en fait, c'est pas possible, ça ne marche pas, parce que c'est un jeu d'équilibre, et tu dois bouger des curseurs, et en fonction, c'est la balance qui bouge, tu vois. Donc ça, tu le vois très bien sur un fichier Excel qu'on a fait évoluer depuis 3 ans maintenant, où vraiment, dès que tu bouges un truc avec... Ah ouais, effectivement, et voyons si je mets ci, et voyons si je mets ça, voilà. Par contre, si tu enlèves le taux à 3,5 et que tu le mets à 1, ah oui, mais c'est ça que je voulais. Ouais, mais ça, c'est parce que ton copain qui t'en a parlé, lui, il a investi il y a 4 ans, en fait. Et qu'il y a 4 ans, effectivement, avec ces taux-là, c'était possible. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Est-ce que ça veut dire que c'est nul d'investir dans l'immobilier ? Non. Ça veut dire qu'il faut toujours investir dans l'immobilier. Mais oui, c'est moins bien, peut-être, et moins facile aussi pour emprunter et pour générer de l'autofinancement ou un peu de cash chaque mois qu'il y a 4 ans. Ouais, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Non, tout à fait. De toute façon, je pense qu'il faudra... C'est jamais le mauvais moment, hein. C'est toujours le bon moment pour investir. On va parler un petit peu, donc on reviendra après sur ton livre parce que tu en as parlé un petit peu et c'est hyper intéressant, j'aimerais qu'on en parle. Juste, on va faire un focus sur Artae. Est-ce que tu peux nous expliquer grossièrement, puis après on va rentrer dans les détails sur tout cet écosystème que vous avez créé avec Artae ?
Ouais, Artae, comme je disais, c'était une agence IMO classique à la base. Et puis on s'est rendu compte que se confronter dans un quartier à l'agence Century du coin qui est là depuis 25 ans, l'agence Orpi qui est là depuis 40 ans, etc., etc. Enfin, peut-être pas, mais enfin voilà. C'était compliqué. On se heurte, on prenait des portes. Tu vois. Oui, qui va nous filer un bien à la vente parce qu'on est Artae, sorti de nulle part, versus un mec qui connaît le marché depuis 20 ans sur le quartier. Donc très dur, très difficile. Donc là, je me suis dit, c'est quoi la légitimité que tu as pour la communication aussi derrière? C'est l'investissement locatif. Tu as écrit un bouquin, tu as un podcast dessus, tu as fait des séminaires, tu organises des soirées, IMO, etc. C'est ton truc, tu vois. On t'invite pour en parler, c'est ton truc. Donc, je me suis dit, on va continuer ce qu'on faisait finalement en side avec Investir à Toulouse, et c'est là qu'on l'a créé. Et donc, au début, investissement clé en main. Donc, on accompagne des gens à investir dans l'immobilier de A à Z, mais avec une offre à tiroir, c'est-à-dire que on accompagne sur la définition d'un projet, la recherche d'un bien jusqu'à l'acquisition, les travaux, l'ameublement, la décoration, la mise en location, la gestion locative, et on a aussi une offre de cuisine qui s'appelle Art à l'intérieur et une offre d'architecture d'intérieur. Et tout ça peut s'activer de manière indépendante. Typiquement, tu as déjà un bien, tu as acheté un bien dans une ville que tu ne maîtrises pas trop au niveau travaux, contacts, etc. Tu nous sollicites et nous, on va te gérer toute la partie travaux. Tu as déjà la partie travaux et tu sais faire ou tu veux faire tes travaux toi-même, mais tu ne sais pas où acheter, comment acheter, bien acheter, et tu n'as pas le temps pour faire tes recherches ou tu as envie d'être accompagné, on peut t'accompagner sur la recherche et toi, tu gères tes travaux derrière, par exemple. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment une offre à tiroir et on ne fait que du sur mesure. C'est-à-dire qu'on n'a pas un stock de biens et quand un client arrive, on dit ah ben chouette, lui on va lui refourguer ça. C'est pas du tout notre ADN, ça c'est plutôt agence IMO classique. Tu vois, tu vas taper, tu laisses tes critères et puis peut-être un jour, tu auras une notif, tu vois, mais c'est. Parce qu'il y a un mythe autour de ça, je pense, tu vois, de se dire il faut créer un réseau, aller taper aux agences et tout. Mais les agences, elles n'ont rien à faire de toi en fait, parce que des gens comme toi, il y en a toutes les semaines qui tapent et. Non, ouais, bien sûr. Voilà. Bah, moi, je l'ai vu. Hein. J'ai fait, quand j'ai commencé à investir, j'ai dû faire surtout, j'ai dû faire 30 agences, 30-35 agences, avec une bonne feuille de route et tout. Je crois que j'ai reçu un appel. Un ou deux appels. Ouais. Et est-ce que tu penses que c'est compliqué t'en parlais là, est-ce que tu penses que c'est très compliqué pour une personne qui veut ouvrir une agence immobilière qui est pas d'une grosse boîte type Orpi, etc., pour s'implanter dans une ville? Pour moi, une agence Transac, si tu parles vraiment agence immobilière classique, c'est super compliqué, sauf si tu te dis ok, mon périmètre c'est ce triangle entre telle rue, je suis hyper implanté ici, ancré ici, je connais tous les commerçants et tout, et là pour le coup je pense que c'est bingo. Mais au final tu te mets mandataire tout seul et ça marche, tu vois, t'as pas besoin de créer une agence, d'avoir pignon sur rue, tu vois. Donc c'est pour ça que les mandataires sont très bons aussi souvent parce qu'ils sont très localisés, voilà. Donc il y a des mots très mauvais, hein, mais dans les mandataires, mais bon, sur des dizaines de milliers qui sont en France, il y en a des très très bons parce qu'ils connaissent vraiment leur secteur, tous les commerçants. Et ça, pour moi, c'est la puissance d'un bon agent immobilier. Nous, on n'est pas des agents immobiliers. Alors, on fait de la transaction, mais c'est pas notre cœur de business. On en fait et on a des agents co dans la boîte qui font de la transaction. Et je le vois, voilà, c'est des spécialistes de la transaction. Elles sont là. Pour ça, elles font que ça, et par contre, elles ne vont pas avoir la vision qu'on a nous du projet de A à Z sur la partie travaux, etc. Donc, grâce à Artae, elles vont l'avoir parce qu'elles côtoient les équipes au quotidien. Mais une agence lambda, agent immobilier lambda, il ne va pas pouvoir t'accompagner comme nous on t'accompagne, par exemple, jusqu'à la fin. Tu vois, c'est impossible. Il n'aura même pas la vision. Et en fait, j'ai envie de dire qu'à l'engagement moral, il a. Lui, une fois que tu as signé l'acte, franchement, si tu as dit ça allait, oui, prenez-le, ça va se louer 850. Bon, en fait, comme c'est pas lui qui va faire la gestion derrière, c'est pas lui qui va faire les travaux, c'est pas lui, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est difficile, je trouve, de s'engager moralement quand tu es agent immobilier sur un investissement locatif, par exemple. Tout à fait. Et puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'agents qui n'ont pas spécialement cette vision ou cette capacité de pouvoir voir le projet qu'il y a derrière. Enfin, moi, je l'ai vu avec le nombre de visites que j'ai pu faire où il y a des gens qui me disent ça se vend ça ou ça se loue ça. Et en fait, en tournant correctement le bien, on peut le louer un peu plus cher que prévu, etc. Donc bien sûr. Avec Artae, notamment Artae Travaux, vous fonctionnez comment en fait? Vous avez votre propre équipe de personnes qui travaillent dans le bâtiment, vous travaillez avec des artisans, ce genre de choses. Vous avez fait comment pour monter tout ça? Moi, j'ai longtemps réfléchi à ça. Je me suis souvent posé la question. Je me la poserai sûrement encore plein de fois. Internaliser ou non les travaux? On a fait le choix de ne pas les internaliser. Toute l'équipe est assez à l'aise avec ça. Pour deux raisons. La première, c'est que on estime, mais on se trompe peut-être, qu'il y a un conflit d'intérêt quand tu factures les travaux
à ton client dans le cadre d'un clé en main, parce que du coup, ta boîte de travaux, pour qu'elle existe, elle doit dégager de la marge, et ton client, pour que son projet soit viable, il doit économiser sur les travaux. Tu vois ? Donc en fait, c'est compliqué. Et tous les dossiers que j'ai étudiés de concurrents qui font ça, y compris ceux qui sont en redressement actuellement, ou quoi, ils perdent de l'argent sur la boîte de travaux. Donc ce qui est bien, parce que ça veut dire qu'ils ont une éthique et qu'ils font passer le client avant, mais au bout d'un moment, ils sont en redressement, quoi. Donc tu vois, ils font passer le client, mais si tu es en redressement, tu es en liquidation demain, tu lâches tous tes clients pour le coup. Donc nous, c'est pas l'ADN. On veut être hyper objectif. Le but, c'est que nous, on soit l'objectivité au centre de tout. Ton artisan, il a prévu sur le devis 2 prises. Il t'en met 3, c'est normal qu'il t'en facture 3. Il t'en a mis qu'une, c'est normal qu'il t'en facture qu'une. Et nous, on est là pour vérifier ça. Donc nous, on vient finalement en mode architecte d'intérieur, où on va, alors sauf quand il y a du gros œuvre, on fait intervenir par exemple soit un maître d'œuvre et souvent avec un bureau d'études structure, etc., bureau d'études techniques, pour justement backer tout ça pour que les artisans soient backés. Mais nous, en fait, on n'intervient pas là-dedans, on fait vraiment intervenir. Par contre, sur tout ce qui est seconde œuvre, sans toucher à des murs porteurs, etc., ce qui est la majorité de nos rénovations, hormis les immeubles, là, on intervient en tant qu'architecte d'intérieur. Donc on va modéliser, faire le dossier de consultation des entreprises avec tous les plans techniques, plan des réseaux, plan élec, etc. Toute la description, la fiche descriptive des matériaux à utiliser et autres. Et après, on va faire les DP si besoin aussi, avec plan de façade, plan de coupe, éventuellement, s'il faut changer des menuiseries et autres. Et puis, on va après s'occuper de toute la partie devis. Donc, on va échanger avec tous les artisans, les faire venir, rédiger le cahier des charges, comme je le disais, mais aussi éplucher tous les devis de sorte à ce qu'ils soient le plus exhaustifs possible pour que tu aies le moins de surprises possible à la sortie. Parce que la problématique souvent des gens qui ont des dépassements de travaux, c'est juste que leur besoin, il n'est pas assez bien décrit au départ. Voilà. Donc, si ton besoin n'est pas bon au départ, c'est normal qu'à la sortie, il y a des quiproquos, tu vois. C'est un peu donc nous, notre objectif, c'est comme on a la culture du sujet, on va bien définir le projet, on va avoir des devis qui sont exhaustifs, en tout cas quasiment exhaustifs, et après on va piloter. Donc comme on va piloter le chantier, on va être sur place, on va piloter les plannings, les suivis de facturation, les vérifier, et encore une fois, parler le langage. Ça, c'est aussi une chose que les gens ignorent souvent. C'est nous, on va parler le langage de l'artisan, et on va parler le langage du client. Souvent, un artisan et le client, ils ne parlent pas le même langage. Ils ne savent pas se comprendre. Tu vois, tu prends un ingénieur de chez Airbus et tu prends un plaquiste, ils ne vont pas savoir se parler. Bien sûr. Tu vois, c'est pas possible. Et en plus, au bout d'un moment, ça va être que de l'ego et ça va mener à rien. Et nous, on peut parler les deux langues. Et en plus, au sens propre comme au sens figuré. Tu vois, on peut leur parler en portugais, on peut leur parler en arabe, on peut leur parler, tu vois. Donc, on va en revenir après de ça, parce que j'ai vu que vous étiez quand même... diversifier, changer de pays, etc. Ouais. Juste avant de revenir, on peut, on termine un petit peu ce que tu es en train de dire. Ouais, vous avez cette capacité de vous adapter à tout niveau. Et il y a quelque chose qui m'a eu, c'est du coup, il y a souvent cette problématique de définition du projet. Vous le rencontrez très souvent, ça, parce que moi, typiquement, c'est ce que j'ai eu personnellement. J'ai eu cette problématique de définition auprès de mon architecte de ce que je voulais exactement. Et en fait, on s'est retrouvé avec presque 150 000 euros d'écart de travaux, ce qui m'a fait abandonner un projet d'un immeuble. Vous rencontrez souvent ça? Est-ce que vous avez un peu ce devoir de conseil de dire, bon, attention, là, ça va fortement dépasser votre budget travaux, est-ce que vous devriez peut-être plus faire ça, etc. En fait, notre approche, elle est faite de sorte à ce que ça n'arrive pas. Parce que quand on propose un projet, qu'on modélise vraiment le projet, on estime les travaux de manière macro, parce qu'on a la culture du sujet, et si vraiment on ne sait pas, on demande à des artisans avec qui on a l'habitude de travailler. Mais à ce stade-là, on va estimer de manière macro, et on rajoute toujours un buffer de plus ou moins 10-15% pour être sûr que si on a mal estimé, ça puisse être déjà entendu et compris par le client. Donc en fait, nous, on est plus dans l'esprit, le client doit avoir des bonnes surprises tout au long de son projet, plutôt que des mauvaises. Ça veut dire quoi ? Ça a un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'on close moins de clients qu'un concurrent qui vendrait du rêve. Et on close moins de clients qu'un concurrent qui vend de la réalité. Parce que nous, on vend de la réalité pessimiste, tu vois. Mais on dort mieux, tu vois. Parce que, voilà. Et quand il y a des clients qui veulent économiser, aller à la marge, aller chercher des trucs aussi, pour nous, c'est un warning, tu vois. Ça veut dire que, in fine, le projet,
il sera pas du tout à l'image de ce qu'on avait prévu au départ. Donc là, attention. Tu vois, là, on va avertir, et c'est plus dans ce sens où on va avertir, attention, à trop réduire le budget travaux, on sera pas dans les clous de ce qu'on a mis en budget, en loyer, en exploitation, en taux d'occupation aussi de la location courte durée, etc. par exemple. Comment on fait pour définir un bon budget travaux justement pour des personnes qui, avant d'aller voir des architectes ou avant d'aller voir des artisans, sont sur une visite et veulent rapidement chiffrer pour pouvoir se dire ok, je vais avoir tant, est-ce que je me place, est-ce que je ne me place pas assez rapidement? Franchement, ça, bon, si ces personnes-là n'ont pas l'expérience, c'est un peu plus compliqué, mais en général, tu peux le faire par poste. Tu sais qu'une réfection de délec totale sur un T2, T3, c'est tant de milliers d'euros. Tu sais que sur une salle de bain, alors, si c'est une petite salle d'eau, il faut compter entre 5 et 6 000 euros. Si c'est une grosse salle de bain avec une baignoire plus une douche, etc., c'est un peu plus cher. Tu sais qu'une cuisine, dépendamment de ce que tu veux mettre, c'est aujourd'hui minimum, allez, c'est 3 000 balles, quoi, 3 000 à 4 000 balles, tu vois. Donc en fait, par poste, tu peux arriver déjà à dégrossir pas mal de choses. Tu prends un coût au mètre carré sur du sol, ça peut aller de 50 euros du mètre carré posé à 350, hein, bon, même plus, enfin 350 genre sur un béton ciré hyper lisse, quali et tout, mais ça tu le fais pas sur du locatif. Peinture, c'est peut-être le plus difficile à estimer parce qu'il faut savoir prendre les cotes si tu veux caler un truc, et puis ça dépend de la préparation des murs en fait souvent, donc ça c'est un peu plus difficile, mais pareil tu prends un truc à la louche. Au final, en accumulant des postes, tu peux arriver à estimer un truc. Et puis, encore une fois, moi je conseille à tout le monde de rajouter 10-15 points de plus parce qu'on peut tous se tromper et on se trompe tous. Ça arrive, donc autant le prévoir. Ouais, bien sûr, bien sûr. On en a parlé il y a quelques minutes. Artaï, du coup, vous êtes externalisé, internationalisé. Alors, vous êtes présent, je crois, au Portugal, si j'ai bien compris. Dans d'autres pays, vous commencez même dans les pays un peu plus arabes, je crois, si j'ai bien compris, non ? Non, alors non, on aimerait, mais pour l'instant, non. Ouais. Pourquoi vous aimeriez ? Enfin, il y a quoi ? Il y a un vrai potentiel Ouais, alors Portugal, je vais faire dans l'ordre. Portugal, c'est parce qu'on a une expertise sur place, on est plusieurs dans l'équipe à avoir investi au Portugal il y a quelques années, que moi je suis franco-portugais, donc on a une culture du pays, du savoir-faire sur place, donc on est capable de délivrer pour des clients, et on délivre très bien pour des clients, et ça fonctionne. Amérique du Nord, donc Floride, c'est parce qu'on a un collaborateur qui est en train de s'implanter en Floride, et donc le but c'est d'aller accompagner des gens en Floride, mais c'est aussi pour accompagner son projet de vie. Donc c'est pas Artaï veut se développer en Floride, c'est plus par opportunité. Tiens, il y a un collaborateur qui déménage en Floride, on va développer la Floride, sachant que lui il a déjà vécu plusieurs années là-bas, il connaît aussi, et il a un très bon réseau, notamment en IMO. Le Canada c'est un peu différent, c'est parce que pareil, moi j'ai vécu longtemps au Canada, et là on vit entre le Canada et la France, donc du coup ça permet d'être sur place plus souvent d'ailleurs au Canada qu'en France, donc du coup d'accompagner aussi des gens si nécessaire, mais il y a des contraintes, donc aujourd'hui on n'accompagne pas des gens à investir, mais on accompagne plutôt des Canadiens à investir au Portugal et en France. Et après, on aurait bien aimé développer le Maroc, parce que c'est un pays qui quand même se développe très fort. Il y a un vrai attrait pour les Français pour ce pays-là. Et il y a une historique aussi entre la France et le Maroc. Mais pour l'instant, c'est encore une fois, on va éviter de se disperser, on va essayer de consolider le reste. Et on a encore beaucoup de choses à faire en France aussi. Donc on peut pas tout faire, et voilà, même si moi j'aime, parce que ça me fait kiffer, tu vois, comme je le disais, de créer des nouveaux trucs, au bout d'un moment tu es obligé de prendre un peu de rationalité, de dire non. Vous êtes présent que sur Toulouse en France, ou vous êtes présent un peu plus, parce que vous avez plusieurs. En fait, nous, quand on cite une ville, il faut prendre un rayon d'1 heure autour. Donc, même Toulouse, c'est particulier, c'est même un peu plus. Mais grosso modo, Toulouse est 1 heure autour, mais voire plus, c'est-à-dire qu'on fait des projets dans le Lot, par exemple. On va aller à Cahors, au-dessus de Cahors, etc. On va bientôt pouvoir faire Agen aussi. Donc, on va quand même assez haut. Lyon, et plutôt la zone nord de Lyon, c'est-à-dire ça va être l'Axe, Villefranche-sur-Saône, Mâcon, Bourg-en-Bresse, on va dire. On fait pas le sud de Lyon vers Valence, tout ça on fait pas. Bordeaux, donc Bordeaux c'est plutôt une demi-heure autour, c'est-à-dire on va faire plutôt les zones étudiantes, Talence, Pessac, etc. Okay. On avait Pau jusqu'à présent, mais qu'on est en train d'arrêter. Donc il était pas mal entre Toulouse et Bordeaux finalement. Enfin ça dépend par où tu passes, mais en tout cas si tu passes par les Pyrénées, voilà, entre la côte et voilà. Et on a ouvert dernièrement, il y a 2 mois, la ville de Troyes, et on va dire l'axe Troyes Seine-et-Marne. Donc on peut faire des projets en Seine-et-Marne, et on peut faire des projets dans l'Aube à Troyes.
Et il y a des villes où vous aimeriez vous implanter peut-être, je pense notamment au sud-est. Après, c'est différent, parce que le sud-est, on est moins sur du locatif, peut-être plus sur du premium ou sur de la courte durée. En fait, je vais te dire, je croyais que oui, et en fait, non, parce que je croyais que oui, je voulais m'implanter dans d'autres villes. Et en fait, je le fais que par opportunité, encore une fois, c'est que des rencontres, tous ces développements-là, des gens qui sont venus nous voir, nous disant j'aimerais développer Artaï là, etc. Alors, il y en a qui sont venus nous voir et ça l'a jamais fait, mais il y en a avec qui ça l'a fait. Et en fait, c'est plus comme ça qu'on fonctionne. Et je trouve qu'il y a un travers chez les investisseurs, néo-investisseurs ou peu aguerris, c'est dans quelle ville investir. Quelle ville est rentable. Et en soi, tu prends n'importe quelle grosse agglomération, tu fais un rayon d'une heure et tu réponds à toutes les stratégies avec ça. Tu vois ? Et ben justement, j'allais justement en parler, parce que ça m'est aussi arrivé. Est-ce que tu conseilles, je pense que je connais déjà la réponse, mais forcément d'investir près de chez soi, c'est beaucoup plus simple que d'investir loin. Ou suivant la stratégie d'investissement, il peut être intéressant de... Ça dépend en fait. Si tu fais tout seul, oui, parce que sinon tu vas t'épuiser. Si t'as pas envie de faire tout seul, parce que t'as envie vraiment de démultiplier, d'aller vite, où tu penses que ta valeur elle est plus dans ton boulot, ou ta famille ou autre, et que tu veux pas sacrifier tes week-ends, tes soirs, etc. Si tu délègues, pour le coup, tu peux investir n'importe où. Et c'est pour ça que nous, la plupart des clients qu'on accompagne, c'est des clients qui n'habitent pas là où ils investissent. Donc ça veut dire qu'ils investissent à Toulouse, à Lille, à Nantes ou à Marseille. Si tu habites à Singapour, a priori, ça change rien pour toi, tu vois. Ouais, et voilà. Par contre, on a aussi des clients qui investissent à Toulouse et qui habitent à Toulouse, mais qui savent absolument pas faire, qui ont un vrai besoin et qui nous sollicitent quand même, malgré le fait qu'ils habitent là et qui pourraient le faire. Mais ça, c'est un syndrome qu'on a en France. C'est-à-dire que oui, tu peux te couper les cheveux tout seul aussi, mais a priori, tout le monde paye un coiffeur. Tu peux tondre ta pelouse ou faire ton ménage, mais a priori, il y a beaucoup de gens qui ont des femmes de ménage, ils sont prêts à déléguer ça, tu vois. Donc, sauf que là, comme c'est des gros tickets, c'est des gros enjeux, etc., les gens ont souvent souvent tendance à se dire, je vais le faire moi-même, tu vois. Et on retrouve des gens qui ont essayé pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans à faire eux-mêmes et qui ont en fait juste perdu du temps ou fait des erreurs. Et donc, du coup, reviennent pour un second en mode délégation. Alors que pourtant, il est plus important de déléguer sur des projets immobiliers que... Enfin, si on se loupe en se coupant les cheveux... si on se loupe en se coupant les cheveux, je veux dire, ça repousse. Si on se loupe sur un projet immobilier, on perd quand même plusieurs milliers d'euros qui peut nous bloquer sur plusieurs années. Je suis d'accord, mais... on est loin de la culture nord-américaine de payer pour du service. Et justement, toi qui es au Canada, elle est vraiment présente, cette culture, elle est comment en fait ? On est vraiment... Ça dérange pas de déléguer, ça dérange pas de... Non, tu vois, par exemple, là-bas, tout le monde paye pour faire sa déclaration d'impôt. Tout le monde paye un comptable pour faire sa déclaration d'impôt. Okay. Donc, alors que tout le monde, ici en France, tout le monde fait sa déclaration d'impôt tout seul, à part les entrepreneurs qui englobent tout ça avec leur expert comptable. Mais voilà. Donc, en fait, là-bas, tu as cette culture du service. Ok, un avocat, oui, c'est payant. Tu payes pour quelqu'un qui va te conseiller. Un coach, c'est payant. Un truc, tu vois. Et ici, on est toujours un peu sournois. Ça te dit. Moi, toutes les semaines, j'ai des gens qui me contactent sur LinkedIn en me disant tiens, ça serait cool si on pouvait aller déjeuner ensemble et tout ça. Mais je peux pas. Et je peux pas, puis quel est mon intérêt, tu vois. Je vois bien l'intérêt de la personne, puisque c'est pour ça qu'il me sollicite, tu vois. C'est d'échanger et d'avoir du retour d'expérience, tout comme ça. Mais je peux pas. Enfin, c'est pour ça que j'organisais des séminaires, pour justement que tous ces gens-là puissent avoir de l'expérience, etc. Mais au bout d'un moment, tu peux pas donner gratuitement toute ta vie, c'est pas possible, tu vois. Au bout d'un moment, ta famille, c'est pas eux qui la nourrissent, tu vois. Donc il faut, et ça c'est difficile, je trouve que les Français ont du mal. Et dès que quelqu'un te dit, oui, je peux, bien sûr, ça va être tant de l'heure et tu peux booker 1 heure, il y a plus personne, tu vois. Ou alors ces gens se disent, attends, lui il pense qu'au pognon. Absolument pas. Je viens de dire, mon moteur, ça n'a jamais été le pognon. Par contre, je peux pas te donner gratuitement alors que je fais payer à des clients. Non, parce que je fais payer à des clients, enfin tu vois, c'est pas éthique. Bien sûr. Tout à fait. Et ça, vraiment, j'en ai. Et le pire, c'est que j'en ai. Des fois, ça m'arrive de dire oui, parce qu'en vrai, j'ai du mal à dire non. J'en ai, je vais au resto et je paye ma part. Tu vois ? Et là, je me dis, mec, toi, t'es rayé de ma liste. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, c'est pas du tout un comportement adéquat. Tout à fait. Donc, on a parlé un petit peu de l'agence, on a parlé de travaux. Artaï Academy, donc c'est ton accompagnement, c'est causé plus sur une formation, sur de l'accompagnement vraiment, comme on disait un peu, jusqu'à l'investissement, etc. Ça se passe comment L'Académie, c'est une offre qu'on a sortie pour des clients qui pensaient être faits pour le clé en main.
pensaient pouvoir déléguer, mais en fait n'y arrivaient pas. C'est-à-dire qu'ils voulaient faire eux-mêmes, ils étaient toujours encore connectés sur le Bon Coin alors qu'ils nous avaient délégué un projet. Et nous, on leur dit, il faut être clair, si vous nous déléguez un projet, c'est pas pour être sur le Bon Coin, nous envoyer des trucs qu'on a déjà vus il y a un an, sauf que vous n'étiez pas là sur le marché il y a un an, donc vous allez nous faire perdre du temps, et vous aussi. Et ces clients-là, il vaut mieux qu'ils fassent tout seuls. Mais ils ne peuvent pas faire tout seul à 100%, donc ils ont besoin de se faire accompagner. Donc cette académie, elle a été créée pour qu'ils puissent monter en compétences. Donc il y a pas mal d'e-learning, de formation, etc. à l'intérieur, qu'on a d'ailleurs enregistré pas mal ici. Il y aura aussi de plus en plus de vidéos terrain, mais on en est au balbutiement. Le but, c'est qu'à la rentrée, on arrive à avoir une offre qui est du coaching de groupe. Donc tu vois, 10-15 personnes maximum, chaque mois un groupe, pour lever toutes les problématiques en un mois de chaque personne, plus l'accès limité à l'académie avec du contenu et une communauté dans laquelle ils peuvent échanger aussi entre groupes. Voilà. Ça va être ça l'Artaï Academy à partir de la rentrée. Jusqu'à présent, c'est plus du mode e-learning et une communauté. Voilà. Okay. Mais là, on va apporter vraiment du coaching plus personnalisé, mais en petits groupes. Tu peux pas faire du one-to-one, c'est trop compliqué. Ouais, bien sûr. Voilà, et avec différents intervenants sur différents sujets qui sont au sein d'Artaï, tu vois. Ok. Ouais, je vois, tout à fait. On parlait un petit peu du livre. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ce livre, pourquoi cette création de livre? Et après, on va revenir sur cet écosystème immobilier, voir un petit peu comment ça t'est venu l'idée. Est-ce que justement ça a été, est-ce que tout de suite tu avais eu cette idée-là, ou est-ce que tu as un peu de la manière des agences vraiment sur de l'opportunité de dire ah tiens, il y a quelque chose à développer ici parce qu'il y a un manque, parce qu'il y a quelque chose, on va essayer de combler ce trou-là pour pouvoir avoir un maximum de sphères. Donc juste un petit peu le livre, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, qu'est-ce que ça consiste, de quoi ça parle, etc., pour qui c'est voilà. Ouais, le livre il est sorti en l'été 2020. Je l'ai écrit pendant le confinement. Il n'a pas vocation à donner des leçons, il a juste vocation à retranscrire un petit peu ce que j'avais vécu sur mes 10 premières années d'investissement immobilier, et la vision que j'en avais et la vision entrepreneuriale que j'en avais. Voilà. Parce que j'ai toujours associé l'IMO à une vision un peu entrepreneuriale. Ça reste du business, ça reste des notions de rendement, de retour sur investissement, etc. Donc c'est important. Malgré tout, je pense qu'il faut se faire kiffer aussi en le faisant, comme dans n'importe quel business. Et donc, il ne faut pas faire que des trucs pour les chiffres. Il faut faire aussi des trucs parce qu'on a envie de les faire. Donc ce livre, je l'ai écrit, il y a un peu de mindset, justement... du fait de ma culture un peu nord-américaine et française, ce mélange de cultures. Il y a quelques conseils, quelques chiffres aussi de projets concrets, et un peu de fiscal, mais pas beaucoup, enfin un peu plutôt de structuration juridique. Et il y a un bon dossier sur le financement, vraiment, parce que c'est ce qui fait la différence souvent quand tu veux faire du multi-investissement. Donc il y a un gros dossier sur le financement. Je partage aussi dans le livre mon dossier de financement d'ailleurs que j'ai utilisé à l'époque, que je n'utilise plus aujourd'hui parce que voilà, on a d'autres façons de se faire financer, mais en tout cas c'est intéressant quand tu veux passer de 1 bien à 10 biens, je pense. Voilà, c'est un livre qui peut bien te booster. Donc ça fait quand même 5 ans, mais il est encore valable, et encore plus aujourd'hui, parce que finalement ce que j'écrivais sur le livre il y a 5 ans, c'était complètement à l'opposé de tout ce qu'on pouvait voir en fait sur les réseaux sociaux, etc. Et ce qu'aujourd'hui on ne voit plus, parce que la hausse des taux a bloqué un petit peu toute cette communication autour de acheter un immeuble de rapport et devenir rentier à vie avec 0 apport. Aujourd'hui c'est pas possible, même avec un apport. Donc en fait voilà, ça me fait plaisir aussi de voir que le discours que j'avais, les agissements que j'avais il y a 15 ans, le discours que j'avais il y a 5 ans, basé sur ces actions-là que j'avais mises en place, est plus que jamais cohérent encore aujourd'hui, quoi. Voilà. Et c'est cette linéarité aussi dans toute notre communication chez moi et chez Artae qui est importante, je trouve, c'est qu'on ne va pas te dire aujourd'hui il faut faire du marchand de biens parce qu'en fait, comme les taux ont augmenté, le locatif ça fait plus rêver, ou alors il faut faire de la crypto parce que le bitcoin est à plus de 110 000, ou ci ou ça, enfin tu vois. Non, en fait, nous on table sur le long terme. Une vie, c'est court mais long à la fois, et en tout cas l'immobilier, ce qui est sûr, c'est que c'est un monde à inertie. Donc, il faut être assez, je dirais, stable et linéaire dans ta façon d'investir. Et comment tu vois l'immobilier là, avec les années qui vont venir, etc. Parce que tu avais déjà cette vision. Tu étais déjà un peu à contre-courant de ce que tout le monde disait sur les réseaux, mais finalement, en fait, tu avais raison. Est-ce que tu vois un avenir plutôt radieux ou autre sur l'immobilier aujourd'hui en France, que ce soit même en France ou dans le monde en général ?
Moi, je pense que l'immobilier, loger des gens, ce sera toujours un business florissant. Il y a une chose qui est sûre, c'est que tu vois que les nouvelles générations, elles ont de moins en moins envie d'être propriétaires de quoi que ce soit. Elles aiment consommer, louer, profiter et pas du tout détenir. Tu vois. Donc je me dis que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir de moins en moins de propriétaires, donc de plus en plus de locataires, donc un besoin grandissant de logements en location, et donc la tension locative n'est pas prête de s'arrêter. Voilà. Pour moi, en tout cas, je parle en France. Dans le monde, ça dépend des pays, ça dépend des politiques, ça dépend de plein de choses, des contextes aussi. Mais je vois pas comment l'immobilier pourrait être dangereux, sachant que ça fait partie des besoins primaires que de se loger, quoi, en fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. On commence petit à petit à terminer ce podcast, mais j'aimerais qu'on vienne un petit peu sur cet écosystème parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose que je vois beaucoup dans l'entrepreneuriat. En fait, c'est cette opportunité, ce manque en fait quelque part et cette volonté de le combler. Est-ce que toi, tu avais déjà cette vision d'écosystème ou est-ce que, comme tu disais par rapport un petit peu à Artae aux agences, où quand il y a une opportunité, un manque quelque part, tu veux combler ce manque-là, comment s'est passée toute cette création autour d'Artae ? Plutôt à la manière du développement de l'agence, effectivement, enfin de la marque, c'est-à-dire par opportunité. Typiquement, je prends l'exemple des cuisines. Je me suis pas dit, tiens, Artae un jour vendra des cuisines. Tu vois, tu te dis, déjà les gens qui nous écoutent doivent se dire, mais d'où il sort pour nous dire qu'ils vendent des cuisines sur des investissements Clairement. En fait, c'est parti de quoi ? C'est parti d'un échange avec un cuisiniste qui, en l'occurrence, faisait la cuisine sur ma résidence principale. Et il me dit, putain, mais franchement, avec le volume de projets que vous faites et tout, vous achetez où vos cuisines ? Je lui dis, on achète soit chez Leroy, soit chez Ikea. Classique, tu vois. Et là, il me dit, mais tu sais quoi, on devrait définir une petite offre de cuisine pour les investisseurs locatifs. On monte une boîte ensemble et du coup, on fournit les cuisines. Je dis, écoute, pourquoi pas ? Vas-y, on développe des modèles de cuisine et tout spécifiques. Lui, il avait un bon sourcing en Italie, mais il était à 1 an de prendre sa retraite. Et donc, à la fin du projet, il me dit, en fait, finalement, vas-y, fais-le tout seul. Moi, je n'ai pas envie de me remettre dans un projet et tout, ok. Je lui dis, ok, let's go. Donc, on crée cette filiale Artae Intérieur, qui à la base a été créée spécifiquement pour la cuisine, qui aujourd'hui fait l'agencement, ameublement, décoration et architecture d'intérieur. Et donc, aujourd'hui, on source des cuisines en Italie, livrées, montées. Donc, pas le kit Ikea, Leroy Merlin. Alors, ça prend pas de place dans la voiture, c'est bien, mais par contre, ça prend beaucoup de place après pour les monter dans ton studio de 18 mètres carrés, quoi. Donc puis t'as toujours la galère de la vis qui foire, le truc qui tourne dans le vide, voilà, le jeu, enfin le kit, quoi, c'est du kit, c'est comme si tu montes une voiture comme ça, c'est compliqué, tu vois. Parce que tu montes toi la voiture chez toi, c'est compliqué. Donc là on arrive avec, c'est déjà monté en usine, ça arrive, c'est propre, c'est quali, il y a beaucoup de finitions disponibles, il y a des trucs que tu vois pas chez Ikea ou chez Leroy Merlin. Typiquement on peut faire des meubles égouttoirs, donc dans les petites surfaces c'est pas mal. T'ouvres la porte en haut, t'as ta vaisselle qui est rangée, dessous t'as un bac qui récupère l'eau, ou alors si t'enlèves le bac, ça peut couler dans l'évier. Et du coup ça veut dire que ta vaisselle elle est rangée au même endroit que là où elle sèche. Alors que tu sais, sur des petites kitchenettes en 120, t'as une plaque, un évier où tu mets ta vaisselle, quoi. C'est galère. Donc ça, on est capable de le faire. On peut faire vraiment plein de trucs et on peut faire de la cuisine à... Alors je parle pas d'une kitchenette, mais de la cuisine sur un T2 par exemple à 3 000 €, comme de la cuisine à 30 000, quoi. Donc on a vraiment beaucoup de gamme. D'ailleurs, on vient d'en installer une dans notre nouvelle agence, la Place du Puy à Toulouse. On a mis une cuisine expo, c'est plutôt quali pour le coup. Et ça c'est une cuisine que tu vas pas forcément mettre dans n'importe quel locatif. Tu vois, ça va être plutôt dans de l'RP ou dans du projet haut de gamme. Mais malgré tout, on sait faire aussi du locatif. Et l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus solide. Tout est monté d'usine. Donc, t'as pas d'erreur, déjà. Et en plus, t'as pas de jeu. Les charnières, les coulisses, elles sont quali. Les portes, c'est costaud. C'est du lourd, quoi. Voilà. Ok, trop bien.
on arrive sur la fin. Merci beaucoup en tout cas d'avoir de 1 accepté de venir, de 2 nous avoir accueillis dans ton magnifique studio. Et puis c'est important pour nous. En plus de ça, on est très peu connus, on se lance, etc. Et d'avoir des personnes de qualité comme toi qui viennent, c'est toujours un plaisir. Donc je te remercie. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut te suivre sur les réseaux, ce genre de choses? Ouais, il y en avait, parce que je me suis fait suspendre mon compte Instagram, mais ouais. Pourquoi? Bah, il y a des gens qui agissent pour. C'est pas, je pense, envers moi spécifiquement, c'est parce qu'on a été beaucoup à se faire bannir à ce moment-là. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait des grosses campagnes de bannissement. Ouais. Voilà, et donc du coup, là, je suis en train d'essayer tant bien que mal de récupérer mon compte, mais ça fait quand même 1 mois et demi que je l'ai plus. Mon compte perso. Mais après, sinon, il y a le compte d'Artae, donc Artae Immobilier sur Instagram, Artae Immobilier sur LinkedIn, partout où tu tapes Artae Immobilier sur tous les réseaux, on y est. Money Tree podcast, qui est un podcast du coup sur lequel d'ailleurs je diffuserai sûrement l'épisode, ça permettra de faire ouais, bien sûr. Bah alors on peut peut-être ouais. un petit peu en parler rapidement, parce que c'est vrai que je suis pas venu là-dessus, mais avant de nous quitter, ouais, est-ce que tu peux rapidement nous parler de ton podcast, de quoi ça parle? Est-ce que c'est Focus Immo, est-ce que c'est Focus, parce que je crois que alors j'ai commencé à regarder un peu quelques épisodes, à écouter quelques épisodes, c'est pas que de l'IMO au final, t'as un peu de tout, ou c'est quand même centré IMO? Au début c'était pas que de l'IMO, ouais, c'est ça. ça allait de plus en plus, quasi exclusivement, je dirais 90% des épisodes maintenant c'est de l'IMO, parce que c'est ça qui m'anime et c'est ça que j'ai envie de faire. Comme toi, tu vois, t'es passionné par ça, donc tu fais IMO. Donc ouais, et ça devient, notamment sur YouTube, on a développé pas mal là ces derniers temps, et en fait ça devient aussi la prise de parole d'Artae, et ça va devenir petit à petit le podcast. Aujourd'hui c'est Money Tree par Artae. Hier, c'était Money Tree tout seul. Demain, ce sera sûrement la chaîne d'Artae, parce qu'on publie aussi de plus en plus de vidéos terrain où on montre des projets, on montre des chantiers, on montre la vraie vie en fait. On ne vend pas de la théorie, on montre la vraie vie d'exécution de projet, la galère aussi d'un projet immobilier que tu connais sûrement, et tu as cité quelques galères tout à l'heure déjà. J'ai eu quand même pas mal de galères. Vous êtes présent sur Spotify, enfin toutes les plateformes et YouTube. C'est vrai que YouTube, c'est là où on mise vraiment pour se développer de plus en plus. Et voilà, après moi, je suis présent moi, sur LinkedIn, je suis assez actif aussi sur LinkedIn. Donc sous mon prénom et nom, Julien Calamotte. Et Instagram, j'espère que ça va revenir. J'espère pour toi. Merci. Merci pour tout et à très bientôt. Merci Angie, ciao.